Et c'est le moment de retourner en arrière pour revisiter les jeux de l'an dernier. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment throwback du mois d'avril 2020. Alors pourquoi 2020? Non, ce n'est pas une erreur, c'est justement le but du segment. Je retourne un an en arrière pour revisiter les jeux que j'ai acquis à cette époque. Parce que vous savez, on est souvent accablé par la dernière nouveauté qui arrive, mais qu'en est-il de ces jeux qui ont justement eu quelques temps sur les tablettes? Est-ce qu'ils ont réussi à passer l'épreuve du temps? Est-ce que j'y ai joué ou c'est des jeux que justement je me dirais que je devrais y rejouer? Parce que c'est ça le but du segment, pouvoir vous donner mon opinion honnête un an après leur acquisition. Je commence immédiatement avec le jeu Age of Dirt. Alors, Age of Dirt est un jeu qui ne fait plus partie de ma collection, mais c'est un jeu très sympathique par exemple. Le hic, c'est que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour après 7-8 parties, mais encore une fois, j'ai quand même joué 7-8 parties, ce qui se trouve à être beaucoup plus que la plupart des jeux qui font partie de ma collection. En gros, c'est quoi? C'est un jeu qui a un thème de civilisation, si on veut, l'âge de pierre, donc civilisation au sens très large, parce que c'est un jeu très simple et très familial. Le jeu tourne autour des actions qui vont être faites avec des petits meeples. Et là, chaque tribu va avoir ses petits meeples d'une couleur, et lorsque on va les placer, on va pouvoir les placer dans des petites tentes, si on veut, des petites, donc c'est un espace caché. Donc, on va les placer dedans, et quand il y a une certaine condition qui est révélée, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller justement à la chasse, par exemple. Donc là, on va révéler toutes les petites choses, on va prendre les meeples et on va les mettre dans cette petite tour-là. Vous savez, les cube towers, les tours où on va placer des cubes, il y en a juste un certain nombre qui vont tomber. Donc, à l'intérieur, il y a des petits étages qui servent à bloquer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on place les meeples et ils vont tomber. Et là, les meeples qui vont tomber des couleurs différentes vont pouvoir générer ces actions-là, donc retirer des ressources. On a également un petit maillet qu'on peut prendre pour donner un petit coup sur ces petites plaques-là, de manière à faire bouger un peu les petits meeples qui sont là-dedans pour essayer de les faire tomber. Un petit jeu très léger, très sympathique, mais un jeu qui est incroyablement facile à pouvoir montrer. Et c'est un jeu qui est très attrayant. On le regarde sur la table, on voit ça, le petit maillet, on se pose la question, c'est quoi ça? Et je dirais que c'est un jeu qui est très sympathique à jouer. Bien entendu, c'est un petit jeu très léger, très familial, donc c'est certain que la rejouabilité est pas vraiment là, mais pour quelques parties bien sympathiques, c'est un bon petit jeu. Je continue avec un autre jeu qui ne fait plus partie de ma collection, c'est le jeu Kepler 3042. Alors, Kepler faisait partie de ces jeux avec une idée d'exploration spatiale. Et là, j'aimais vraiment l'idée d'un jeu d'exploration spatiale. J'en ai déjà beaucoup. Et j'ai même fait une vidéo, un top 6 récemment sur mes jeux favoris d'exploration spatiale. Et je pensais que Kepler allait peut-être pouvoir faire partie de cette liste-là. Le jeu avait beaucoup de concepts intéressants, mais au final, j'ai joué une partie en solo, j'ai joué une partie à 2 joueurs. Et je sais pas, j'ai comme le nombre de tours limité, je sais, il y a quelque chose dans ce jeu-là qui m'a comme pas vraiment appelé à y retourner. C'est pas un jeu qui est mauvais pour autant. Vous me demanderiez c'est quoi que j'aime pas dans ce jeu-là. Je sais pas, j'ai juste un feeling très meh. Donc j'ai joué ma partie, en solo. Après ça, j'ai joué à 2 joueurs. Je pense que tant qu'à jouer à ça, je vais jouer pratiquement à n'importe quel autre jeu. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, bien au contraire, c'est un jeu que moi-même, j'ai juste pas eu la motivation de vouloir poursuivre pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y avait. Finalement, j'ai fini par l'échanger contre un autre jeu. Et que voulez-vous, hein, c'est pas un jeu qui me manque particulièrement. Je continue ma liste avec un jeu qui, celui-là, je l'ai acquis l'an passé et je n'ai même pas joué avec ma copie. Sacrilège! Pourtant, c'est un jeu qui a du potentiel pour faire mon top 30. Malheureusement, il fait pas la liste parce que j'ai pas assez joué. J'ai joué une seule partie. C'est Glenmore 2. Chronicles. Alors, je n'ai joué qu'une seule partie de Glenmore et c'est une partie que j'ai tellement aimée que immédiatement après, j'ai décidé d'acheter le jeu parce que je voulais vraiment y rejouer. D'ailleurs, je veux encore vraiment y rejouer. J'ai acheté ma copie usagée parce que j'étais beaucoup trop large pour placer les milliers de petits collants qu'on a placés sur toutes les choses. Désolé, j'aime pas trop ça, placer des collants. Mais je dirais que Glenmore est un jeu qui était tellement intéressant. Du placement, bon, on va placer des différentes tuiles, on va se construire un plateau, on va déplacer nos personnages, générer des ressources. Et le jeu vient avec un concept de temps que j'appelle. Donc, pour savoir c'est quel joueur qui va jouer, c'est le joueur qui est en arrière. On peut avancer d'autant de cases qu'on veut pour générer l'action, mais ça va toujours être le joueur qui est en arrière. Donc, on peut faire plein de petites actions ou on peut simplement décider de prendre un long bond en avant pour aller chercher l'action qu'on a besoin. Mais avec ça, va venir le risque que les autres joueurs vont devoir faire du rattrapage.
Bon, quand on joue à 2 joueurs, il y a une espèce d'automat qui vient nous pousser un peu, faire de la pression, mais sinon, j'ai trouvé que Glenmore avait tellement de concepts qui m'intéressent, des concepts que j'aime, et j'ai juste pas eu l'occasion d'y rejouer. Bon, comme voulez-vous, on a eu une année assez spéciale, donc certain que les partenaires de jeu, et pour les jeux un petit peu costauds, se font plus rares, mais j'ai trouvé que Glenmore était tellement un bon jeu, et je l'ai encore dans ma collection, il fait partie de la liste des jeux que, de la minute que je vais réussir à retrouver mon groupe de joueurs, c'est certain, 100% que je veux sortir ce jeu-là. C'est comme je dis, c'est un jeu qui a du potentiel pour pratiquement faire probablement mon top 30. Encore une fois, il en fait pas partie parce que j'ai pas assez joué, mais c'est un jeu que j'ai vraiment envie d'y rejouer. D'ailleurs, je vous en parle là, puis je me motive moi-même à avoir hâte d'y jouer. Je continue avec un petit jeu que j'ai encore dans ma collection et qui est sorti quand même assez souvent, c'est Nidavellir. Alors Nidavellir est un petit jeu de draft avec un concept d'enchères. En fait, on va faire des enchères et là, on va pouvoir prendre une des sur différentes zones, des petits nains, générer des combines. Bon, les nains ont des couleurs, on s'entend, différentes couleurs vont avoir différents effets, mais c'est un petit jeu qui coule très bien, qui est très facile à jouer. Il y a une nouvelle extension, Nidavellir, qui vient tout juste de sortir. J'ai d'ailleurs très hâte de l'essayer. C'est un petit jeu qui passe facilement du set collection. On va collectionner des cartes, essayer de faire des combines. On va essayer de voler les combines des autres joueurs parce que certains, quand on joue à 2 joueurs, je l'ai joué quand même plusieurs parties à ce nombre-là. On va se jouer un peu, jouer du coude un peu pour s'assurer que si j'aurais peut-être pas nécessairement la carte que j'ai besoin, mais je vais prendre la carte, je vais enlever la carte à l'adversaire qui a besoin. Donc un petit côté de hate draft comme ça avec le système d'enchères et le coin building qui est vraiment très original parce qu'on a des pièces qui vont servir pour les mises. C'est pas des pièces qu'on va payer, c'est des jetons avec une certaine valeur. Et là, plus ça va aller, plus on va pouvoir échanger nos jetons pour des jetons à valeur supérieure. Ça va également donner des points à la fin de la partie, mais j'ai vraiment trouvé le concept de coin building très bien pensé. Nidavellir, un petit jeu qui fait peut-être pas mes tops, mais c'est un petit jeu qui sort facilement, puis ce genre de jeu-là, c'est des jeux parfaits pour ma collection. Je continue avec le jeu Impulse de Carl Chudyk. Alors, Carl Chudyk est un designer que j'adore. Il a fait La Gloire de Rome, il a fait Innovation, La Gloire de Rome d'ailleurs, un jeu que j'adore. Et lorsqu'il a fait Impulse, c'est un jeu que j'avais très hâte d'essayer, très hâte d'acheter, mais j'ai eu beaucoup de misère à le sortir. J'ai fini par jouer une seule partie à 2 joueurs. C'est un jeu de cartes qui est pas facile d'accès. C'est un jeu de cartes pas compliqué, mais à la première vue, comme la plupart des jeux de Carl Chudyk, c'est un jeu avec beaucoup de combines, beaucoup de cartes. Donc la première partie, c'est comme OK, je suis pas trop sûr de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est un jeu de cartes où on va développer, déplacer des flottes de vaisseaux spatiaux. On va devoir affronter les autres joueurs, révéler des cartes. Je faire un deck aussi, prendre des actions. Et là, chacune des cartes va générer des actions avec des couleurs. Donc, j'ai joué une seule partie. C'est une petite partie qui a été faite très rapide. C'est un jeu qui gagne à être joué souvent. Malheureusement, j'ai pas l'occasion de jouer souvent. Mon partner de ce genre de jeu-là, je l'ai pas vu depuis un bon bout de temps. Mais encore là, c'est un jeu que je garde dans ma collection. C'est un jeu de cartes très intelligent que j'ai très hâte de pouvoir remettre sur la table, mais qui va demander quand même une certaine... il va falloir que je mette mon pied à terre et dire, OK, là, il faut vraiment que je le monte, puis probablement générer 2-3 parties pour que le jeu soit moindrement intéressant. Je continue avec Quirky Circuits. Quirky Circuits est un jeu de programmation que j'avais beaucoup d'espoir de pouvoir jouer avec ma fille. Donc là, ma fille est rendue à 9 ans, donc certain que elle va aimer jouer à des jeux quand même pas trop longs, pas trop complexes non plus, mais Quirky, je l'ai pris parce que j'aime pas les jeux de programmation à la base. Je suis pas un fan, donc Colt Express, des choses comme ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Dans Quirky Circuits, on va travailler en équipe dans un jeu de programmation. Et là, on va avoir un petit robot. Et là, chaque joueur va jouer des cartes, parce que ça joue ensemble, mais il va jouer des cartes qui vont déplacer le robot. Et là, selon on va placer des cartes, on ne pourra pas discuter de notre stratégie nécessairement, mais on va devoir tenter de générer des actions. Donc, chacune des cartes va dire, bon, robot, avancer une case, tourner à gauche, avancer. Et là, il va y avoir des obstacles. Et le but, c'est de réussir à essayer de faire les missions en tant que telles dans le livre. Parce que le jeu est très ingénieux. C'est un jeu avec, vous savez, là, les jeux de Planet Games qui viennent avec une espèce de livre. Et là, à l'intérieur, il y a des maps, si on veut, avec des petits carrés. Donc des différentes missions. J'ai joué 2-3 fois la première mission, mais c'est pas un jeu qui a levé vraiment. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'y rejouer. C'est un petit jeu que j'ai hâte d'essayer parce que, comme je dis, je suis pas un fan de jeux de programmation, mais là, la présentation, je trouvais que les éléments s'alignaient de manière pour faire un jeu de programmation que je trouverais quand même bien. Encore une fois, il est encore dans ma collection, mais j'y ai juste pas rejoué. Je continue avec un jeu que lui, je l'ai rejoué. Et c'est un gros jeu de GMT. En fait, je dis gros. C'est relatif, c'est un jeu qui est long, admettons. C'est le jeu Space Corp. Alors, vous savez, GMT, une compagnie qui fait des jeux, souvent des jeux de guerre historiques, des gros jeux costauds, des jeux lourds, des jeux qui moi-même m'intimident. Vous en parlerez à Vincent, vous aurez un tout autre son de cloche parce que je sais que c'est des jeux que Vincent adore. Et c'est souvent des jeux qui sont pour un public très niche. Donc, c'est un public très précis que ces jeux-là, les jeux GMT, vont viser. Les gens qui aiment ce genre de jeux-là vont vraiment en redemander parce que c'est des jeux qui sont très bien faits. Mais moi, je fais pas partie nécessairement de ceux-là. Space Corp
jeu d'exploration spatiale avec des règles qui sont étonnamment simples. Parce que oui, le jeu est long, on se le cachera pas. Faire une partie en solo, ça peut me prendre facilement 3 heures. Mais c'est 3 heures qui sont facilement gérables parce que le jeu vient avec un système de sauvegarde. Le jeu se fait en 3 époques. Après l'époque 1, si on veut, on peut simplement faire une pause. Donc, on enlève de toute façon les éléments parce qu'il y a différents plateaux de jeu. On va juste garder un petit plateau personnel avec 2-3 éléments qui vont être dessus. Donc, c'est très facile à la fin de regarder les scores, regarder les contrats et de replacer son plateau et de le ranger pour pouvoir le ressortir le lendemain pour pouvoir, et encore là, le setup est très rapide pour pouvoir faire la deuxième époque. Même chose avec la troisième. Mais si on les raboute un après l'autre, je joue pas particulièrement vite parce que j'ai souvent le nez dans les règles, c'est un 3 heures. Et d'habitude, je suis le genre de gars qui dit « Ah, les jeux de 3 heures, je suis pas vraiment sûr. Ouf, les jeux de solo de 3 heures, non, pas vraiment la tasse de thé. » Mais pour une raison que j'ignore, ce jeu-là, le temps passe tellement vite. J'aime tellement ce jeu-là. C'est un jeu très intéressant d'exploration spatiale. On va devoir explorer l'univers, mais le concept du jeu, c'est tellement facile. Parce que oui, au début, on le regarde, on est intimidé avec un GMT en haut. C'est vraiment un jeu très facile parce qu'à notre tour, on a simplement joué une carte, générer une action, puis essayer peut-être de bonifier l'action. Ensuite, c'était l'automa, et l'automa tourne simplement une carte, et là, selon ce qui est écrit en bas de la carte, ça va générer des effets. Le jeu a des aides de jeu qui sont vraiment super bien faits, que je me réfère souvent, mais que quand même, le jeu coule très bien, un jeu que j'adore, un jeu vraiment qui va rester dans ma collection très très longtemps d'ailleurs. Si jamais vous écoutez ma vidéo qui va sortir demain probablement de mon top, et c'est bien que Space Corp va s'y retrouver. Je continue avec un autre jeu que j'ai joué malheureusement une fois et que j'aimerais bien ressortir, c'est le jeu Echoes First Continent. Alors premièrement, le jeu Echoes, se le cache pas, c'est un bingo de gamer. Et là, je dis ça avec un petit sourire en coin parce que c'est quand même un jeu très intéressant, mais la base du jeu va venir d'une pige qui va se faire. Je sais pas si jamais vous suivez la chaîne ou vous avez joué à ce jeu-là, il y a le jeu Via Magica qui est sorti, qui était une réédition de Rise of Augustus. Un jeu qui essentiellement reprend le concept du bingo parce que on va tirer dans un sac un élément ou quelque chose comme ça et on va regarder, tous les joueurs qui l'ont vont pouvoir placer un jeton et ensuite on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'essentiellement on ait complété notre carte et on peut se dire bingo. Ou le mot qui s'y rattache. Ici, dans les causes qu'on va faire, c'est que c'est un jeu où on va avoir un plateau de jeu avec différents jetons d'animaux. Et là, on va faire un écosystème. Le thème me plaît énormément. Je dirais que c'est vraiment un thème génial parce que là, l'écosystème, certains animaux vont devoir se retrouver dans certains types de terrains, des choses comme ça. Il va y avoir des montagnes qui vont être placées, des divers éléments. Et le jeu va être de remplir certaines conditions, donc avec nos cartes, pour pouvoir justement, éventuellement, pouvoir marquer des points. Mais ces cartes-là, les effets vont souvent être générés avec une pige qui va se faire. Et là, on va... justement, dans un sac, sortir, si on veut, la petite rune ou l'élément, et on va pouvoir placer des marqueurs. Et là, lorsque les cartes vont être complétées, ils vont générer des effets qui vont faire des points. J'ai joué une seule partie à 2 joueurs. C'est un jeu qui gagne probablement être joué à 3-4 joueurs. C'est un jeu très simple d'accès, très beau aussi, du beau matériel, mais j'ai juste pas eu l'occasion d'y rejouer. J'ai joué une partie quand je l'ai reçu et après ça, ça a comme pas donné que j'y rejoue, mais il fait encore partie de ma collection. C'est un jeu que j'ai hâte de rejouer. Donc c'est certain encore une fois qu'un jeu qui risque d'être plus intéressant avec un groupe de joueurs. Donc quand on va pouvoir retrouver nos amis, nos groupes de joueurs, je pense que c'est le genre de jeu qui va facilement se jouer à 3 ou 4 joueurs et qui va rester très sympathique parce que les joueurs restent tout le temps impliqués parce que on regarde la personne qui va piger dans le sac et là tous les joueurs ont l'occasion de pouvoir placer un de leurs petits marqueurs sur la carte, ce qui fait en sorte que tout le monde participe. Puis souvent ça fait des parties qui sont très très animées, très agréables. Et voilà, ça fait le tour de mon throwback du mois d'avril 2020. Alors, dans ces jeux-là, est-ce qu'il y a des jeux que vous avez joués, que vous avez aimés? Y a-t-il des jeux qui vous intéressent un peu plus, que vous aimeriez peut-être que je vous en parle éventuellement? Eh bien, ne vous gênez pas et allez le marquer dans les commentaires. C'est toujours très agréable de pouvoir vous lire, de pouvoir discuter avec vous aussi, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Alors, vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Je sais, on roule tout le temps le même petit vinyle, mais c'est presque rendu ça. C'est une petite habitude, mais sérieusement, si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est un petit clic, puis dites-vous que ça nous fait bien gros plaisir. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!